Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette partie de la matinale. Vous vous en doutez, ce soir c'est le week-end, alors je vais vous souhaiter par avance un bon week-end prolongé, qui plus est, si vous avez de la chance, eh bien je vous souhaite de profiter pleinement de ces 3 jours. Avant de bien arriver à ce week-end, vous le savez, il y a toute une journée qui vous attend, mais aussi un programme pour cette matinale. D'abord, l'actualité. Nous reviendrons sur la victoire de Kirsten Neuschafer sur la Golden Globe Race. La Sud-Africaine s'impose en 235 jours et devient la première femme à remporter une course de voile en solitaire et sans escale. À suivre sa première réaction à son arrivée. Nous reviendrons aussi sur un autre sportif, le Vendéen Enzo Gros. Ce soir, il sera à Laval pour son tout premier combat en tant que boxeur professionnel. Alexandre Lenaour l'a rencontré lors de son dernier entraînement. Et puis, un journal assez sportif puisqu'on parlera également des Foulées du Gois. La 35e édition vient d'être dévoilée. C'était hier au conseil départemental. À noter, eh bien, tout simplement cette date, le 10 juin, dans l'après-midi, pour participer à cette course sur le passage du Gois. À 8h45, exceptionnellement, nous retrouverons l'invité de la matinale, Franck Chadot, président de la Fédération de Vendée de l'hôtellerie de plein air. L'an dernier, vous le savez, certains peinaient à trouver des saisonniers. Alors, qu'en est-il cette année ? Réponse à 8h45. Vous avez le programme ? Parlons météo à présent. 2 temps dominent dans le département. Sur la côte, des nuages. Dans les terres, vous en retrouverez aussi, mais ils seront accompagnés de quelques rayons de soleil. Pour les températures, 14 degrés en moyenne, avec une maximale de 15 degrés à la Châtaigneraie. Dans l'après-midi, les nuages seront de moins en moins nombreux. Pour les températures, 21 degrés dans les terres, 22 la maximale, ce sera dans le sud-est, vers Benay. Sur la côte, attendez-vous un temps plus frais, 18 degrés en moyenne, la minimale 15, ce sera à Noirmoutier en Lille. On va rester d'ailleurs de ce côté-là, sur la façade atlantique pour les marées, 12h32 pour la marée haute du jour, l'unique, comme vous pouvez le voir. Le coefficient est au plus bas, 27. Ces coefficients vont commencer à remonter dès demain. Et pour la marée basse, notez le rendez-vous de 17h55. Et on termine avec les marchés pour ce point info pratique. Les marchés du jour, ils sont très nombreux puisque nous sommes vendredi et puis en plus week-end de 3 jours oblige, il va falloir faire le plein dans le frigo. Alors je vous propose tous ces rendez-vous sur cette carte. Il y a les Épaisses, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Hilaire-des-Loges, Moutier-les-Mauffets pour n'en citer que quelques-uns. Et pour en citer un tout dernier, l'Aiguillon-sur-Mer, le marché est déjà ouvert et il vous accompagne jusqu'à 13h. Alors profitez-en pour aller faire le plein de choses pour le frigo. Et si vous croisez une Valérie, vous pourrez lui souhaiter la bonne fête. Bonne fête à toutes les Valéries et tous les Valéries par ailleurs. Maintenant que nous avons fait l'ensemble des informations locales et pratiques, eh bien je vous propose qu'on passe au journal. Ça y est, c'est fait. Après 235 jours à bord de son navire baptisé Minea, Kirsten Neuschafer vient de remporter la Golden Globe Race. La Sud-Africaine a coupé la ligne à 21h43 au bout de 8 mois d'une course mouvementée. La navigatrice a notamment participé au sauvetage d'un concurrent. C'est surtout la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire, mais vous allez l'entendre à l'arrivée, ce n'est pas son genre qui est important. Dès le moment quand je m'avais inscrit pour la course, je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Mais si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais gagner parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. Elle termine une aventure fantastique. C'est une course incroyablement difficile et elle l'a réussi tellement bien. C'est une belle personne et je pense qu'elle va inspirer beaucoup de gens. Peu avant 13h, c'est le concurrent hors course Simon Kerwen qui franchissait le chenal des Sables d'Olonne, applaudi par une centaine de personnes. Le Britannique a basculé en catégorie Chichester après une escale de réparation de son bateau au Chili. Il s'est dit heureux mais fatigué et pressé de se reposer.
Autre bateau, celui présenté aujourd'hui à l'Île-Dieu par la région Pays de la Loire. Il s'agit de l'Insula Oya 3. Le navire mesure 55 mètres de long, 13 de large et pourra accueillir 400 personnes afin d'assurer la liaison entre Fromentine, Saint-Jean-de-Mont et l'Île-Dieu. L'inauguration officielle est prévue à 8h30 avec des visites et la traditionnelle cérémonie du baptême de ce navire. On y reviendra dans les prochaines éditions du journal de TV Vendée. Tout autre chose à présent, rappelez-vous, ce week-end, vous avez le droit à 3 jours de repos. Lundi, c'est le 1er mai, fête des travailleurs. Journée pour rappel également dédiée à la vente de muguet. Cette petite fleur aux clochettes blanches est supposée porter bonheur. C'est donc un cadeau destiné à vos proches. Mais attention, s'il est possible d'en vendre pour les particuliers, ce n'est pas sans condition. Agathe Poulet vous explique les règles à connaître. Le 1er mai est le seul jour de l'année où les particuliers peuvent vendre du muguet sur la voie publique. Voici les choses à savoir si vous aussi vous souhaitez vendre ces porte-bonheur dans votre quartier. Alors, même si une tolérance existe, cette pratique reste encadrée par un arrêté municipal pour les particuliers afin d'éviter toute concurrence aux fleuristes professionnels. Plusieurs conditions doivent donc être respectées. Seules les fleurs non cultivées, c'est-à-dire cueillies dans votre jardin, peuvent être donc vendues à petite quantité, mais sans racines, sans feuillage ou autres fleurs. Les emballages et tout autre contenant ne sont pas non plus tolérés. Concernant l'emplacement, il est interdit d'avoir une installation fixe, comme par exemple une table pour y déposer son muguet, et de ne pas gêner la circulation. Autre point important, assurez-vous de ne pas être à proximité d'un fleuriste, car selon l'arrêté municipal, il faut que la vente se fasse à plus de 50 mètres de cette boutique. Si l'une de ces règles n'est pas respectée, alors la vente sera considérée comme une vente à la sauvette et sera punie d'une amende forfaitaire de 300 €. En Vendée, ça ne vous a pas échappé, les prix de l'immobilier atteignent des sommets, surtout sur le littoral. Une situation dégradée qui ne fait pas l'affaire des pompiers. Les soldats du feu doivent habiter à quelques kilomètres de leur caserne. Seulement voilà, difficile de se loger à des prix abordables. Alors pour les aider, des aides financières au logement locatif sont mises en place du côté de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. Les pompiers peuvent recevoir de 40 à 125 € en fonction de leur salaire. Des 2 pompiers, justement, viennent de signer une convention pour bénéficier de cette aide. Sur le littoral, en fait, on a des grosses difficultés de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires en journée parce que le prix de l'immobilier, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif, est assez élevé. Et souvent, sur ces mêmes communes littorales, il y a peu d'emplois, ce qui fait que les sapeurs-pompiers volontaires relevant de la catégorie active, très souvent travaillent en rétro-littoral et donc de plus en plus se logent aussi en rétro-littoral. Donc pour la vie de nos centres de secours littoraux, c'est important pour nous de pouvoir leur permettre d'accéder soit à la propriété, soit à des logements locatifs. Du 12 au 18 avril, les élèves du bac pro du lycée Atlantique de Luçon ont proposé un salon de recyclage, une manifestation dans le cadre de la semaine d'initiative pour le climat proposée par la communauté de communes de Sud-Vendée Littoral. Les terminales métiers de l'accueil et les élèves en métier du commerce et de la vente proposaient dans ce salon une collecte de vêtements. Ceux-ci ont ensuite été remis en état par des couturières du département, puis vendus afin de générer des bénéfices pour la Ligue contre le cancer. La semaine des initiatives, donc c'est sur une semaine, on a voulu mettre en valeur toutes les initiatives du territoire qui s'inscrivent dans la transition écologique et sociétale. Puisqu'en parallèle, on a le plan climat qui se met en place et l'objectif du plan climat, donc, c'est justement de s'adapter au changement climatique et d'atténuer les émissions à effet de serre. Donc nous, on a voulu montrer comment ce plan il s'inscrit concrètement dans le territoire en montrant ce qui est déjà fait et en mettant en valeur des acteurs qui agissent d'ores et déjà sur le territoire. Il a 23 ans et s'apprête à faire son premier combat de boxe chez les professionnels. Enzo Gros, 6 fois champion de France amateur catégorie moins de 62 kg, sera à Laval, Espace Mayenne ce soir pour son baptême du feu. Alexandre Lenaour a suivi les derniers préparatifs en famille du sportif sablais. L'heure des ultimes répétitions a sonné pour Enzo Gros. Habitué à la boxe olympique, le Sablais aborde son premier combat chez les pros de manière sereine.
après une préparation au Sable d'Olonne complétée par un stage à Toulouse, chez la crème de la boxe professionnelle. Cet objectif, ça fait un petit moment que j'y réfléchissais, parce que forcément, quand on est petit, on pense directement à la boxe professionnelle, donc c'est vrai que ça trottait dans ma tête depuis un moment. La préparation, sinon, elle s'est bien passée. Je suis parti 10 jours à Toulouse pour mettre les gants avec Sofiane Oumia et Jawad Belmedi. Physiquement, je me sens prêt, la prépa physique, elle était au top. J'ai pu travailler là-bas à Toulouse en plus en hypoxie, donc c'est vrai que c'est un petit plus qu'on n'a pas forcément ici, donc non, physiquement prêt comme tout le temps. Je me sens bien. Révision des dernières gammes, ce mercredi entouré de son frère Hugo et de son papa et entraîneur Nicolas. Un entraînement pour se rassurer, car l'essentiel, c'est déjà effectué en amont. On a observé l'adversaire, après on a travaillé beaucoup plus en puissance, en recherche d'efficacité sur un coup, avec beaucoup plus de ruptures, d'attente, et puis on a énormément travaillé sur les moyens de défense. Pour se protéger et puis pouvoir être efficace derrière les moyens de défense, quoi. Une échéance que le paternel aborde concentré, mais non sans une certaine anxiété. Moi, je vais être caféiné. Ça va être 10 cafés à la minute, je pense. Ouais. Je suis un petit peu inquiet, hein, c'est normal. Hein. La boxe pro, on cherche à faire mal sur tous les coups. Donc, c'est mon fils que j'envoie sur le ring. C'est toujours compliqué. Hein. Ce que je recherche, c'est qu'il se fasse plaisir. Et là, il est dans le plaisir. Donc, pour moi, c'est le principal. Sur le ring, Enzo Gros sera opposé au Serbe Arnold Toth, 23 ans également. Un rendez-vous immanquable forcément pour son frère cadet Hugo, qui sera aux côtés d'Enzo pour la peser ce jeudi, avant d'aborder les dernières 24 heures vendredi. Vendredi, repos, tranquille, une bonne alimentation, bien manger après sa pesée. Donc c'est vraiment une journée où il va faire du jus, il va faire de l'énergie, on sera en famille, on va penser à autre chose avant le combat. Puis une fois qu'il arrivera à la salle, il rentrera plus dans sa bulle et on le laissera un peu tranquille. Mais avant, l'important, c'est surtout de faire comme d'habitude. Rendez-vous donc ce vendredi soir à l'espace Mayenne de Laval. Début du combat programmé aux alentours de 21h30. Et toujours en sport, la 35e édition des Foulées du Gois vient d'être présentée hier au conseil départemental. Notez dans vos agendas la date du samedi 10 juin entre 13h50 et 20h. Un horaire très précis, puisque pour rappel, les Foulées du Gois, c'est une course contre la marée descendante puis montante. Les coureurs seront répartis dans 7 épreuves. La course des As, réservée à 35 athlètes professionnels, revient. Mais au total, les Amis du Gois attendent 2000 coureurs de tout âge. On a, depuis déjà quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle les dossards solidaires. Donc chaque personne qui s'inscrit sur les courses verse 2 € supplémentaires. Et nous, après, on reverse ces 2 € à 2 associations qui sont la SNSM de Fromentine et de l'Herbaudière et puis l'association Soline, une association vendéenne qui œuvre pour faciliter, on va dire, ou améliorer la vie des femmes atteintes d'un cancer. Voilà pour l'actu du jour. Le temps pour ce matin, pour finir. La Vendée est coupée en deux. Au nord-ouest, vous le voyez, de la grisaille concentrée aux alentours de Challans et Fromentine. Ça descend jusqu'au Sable d'Olonne. Le reste du département profitera quant à lui de belles éclaircies et d'un peu de soleil entre les nuages. Pour les températures, attendez-vous à 14 degrés en moyenne. C'est le cas du côté de la Roche-sur-Yon, de Challans, l'Île-Dieu ou encore Montaigu-Vendée. À la Châtaigneraie, vous le voyez bien, c'est la maximale pour ce matin. 15 degrés au compteur. C'est la fin de ce flash exceptionnellement pas de chronique. Nous allons retrouver dans quelques instants l'invité. Le temps pour moi quand même de vous rappeler que nous aurons ensuite un extrait d'une soirée exceptionnelle qui vous attend ce soir, mais je ne vous en dis pas plus, on passe à l'invité. Bonjour Franck Chadeau. Bonjour. Alors je me permets de rappeler pour nos téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération de Vendée de l'hôtellerie de plein air. Nous vous avons invité pour faire le point un petit peu sur la situation. On le sait, l'an dernier ça a été très compliqué de recruter des saisonniers. Est-ce que ça s'améliore cette année ou est-ce que la situation est assez similaire ? Alors on pouvait se réjouir que cette année la tendance est plutôt très bonne en termes de réservation puisque la profession annonçait une avance de 15 à 20% au 31 mars par rapport à l'année dernière, ce qui était une belle chose. Mais, il y a toujours un mais. Cette année, on a encore du mal à trouver de la main-d'œuvre pour réaliser notre saison. Comment vous l'expliquez justement ce manque de main-d'œuvre ? Est-ce qu'il y a un désintérêt des jeunes pour ces métiers-là ou des moins jeunes ? Parce qu'on peut être employé sur ce type de profession à tout âge. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vient expliquer ce genre de problème ? On se pose encore beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a vu un changement avec la Covid. C'est sûr qu'après cette période sinistrée, on a vu une désaffection. Alors elle est générale, puisque je suis élu aussi à la CCI et on se rend compte que toutes les branches économiques recherchent de la
main-d'œuvre. Donc il y a un vrai problème sociétal pour le recrutement en général. Alors plutôt que de se poser des questions du pourquoi, on essaie de trouver des solutions et essaie de multiplier les actions justement pour qu'on puisse réaliser une saison avec le personnel nécessaire. Alors les premières solutions, quelles sont-elles? Vous l'avez dit, vous avez réussi sur le mois de mars à améliorer un petit peu les chiffres. C'est grâce notamment à de nombreux volets de formation ou de simplement des salons qui ont été mis en place? Plus, je dirais, de la communication. Quelques salons, alors les job dating qui se sont multipliés pour essayer de trouver des profils, des candidats, des sites internet. C'est vrai qu'avec l'associé et le département, on a mis en place Ma Saison en Vendée, qui est plus qu'un site internet, c'est une véritable boîte à outils qui permet aussi bien aux employeurs de se constituer des annonces très bien rédigé pour donner envie aux futurs salariés, des solutions de logement aussi, une boîte à outils complète et bien sûr pour les salariés, savoir comment faire son CV et trouver non seulement des emplois, puisqu'on a eu jusqu'à 800 offres d'emploi sur ce site internet, mais aussi des solutions de logement et on sait que le logement est important aujourd'hui. Justement, ça aussi c'est une solution à travailler. On l'a entendu à de nombreuses reprises l'an dernier, il y avait cette problématique du logement. Elle n'a pas changé, on l'a encore vu avec l'étude parue par la Chambre des notaires de Vendée qui explique qu'il y a une augmentation des prix, alors sur l'achat uniquement, mais qui dit prix sur l'achat dit forcément prix sur le locatif. Ça devient difficile pour se loger quand on est justement un saisonnier. Alors qu'est-ce que vous pouvez proposer dans les différentes structures ? Et sans parler de prix, il y a vraiment une pénurie de logements, c'est une évidence. Alors, les campings sont un petit peu moins touchés que les autres professions touristiques, puisque la majorité des campings proposent des hébergements pour leurs salariés. Il n'empêche que dans la restauration et d'autres métiers touristiques, c'est un véritable problème. Alors, on travaille aussi sur ce point, c'est l'objectif aussi des professionnels de trouver des solutions. Donc, on travaille encore avec la CCI et le département pour obtenir la réouverture de certaines écoles, de lycées, pour qu'on puisse utiliser les chambres des pensionnats, des petits campings municipaux qui sont adaptés pour recevoir des saisonniers, comme on avait au Sable d'Olonne, donc des logements privés qui sont subventionnés pour pouvoir héberger des saisonniers. Donc quelques pistes. On sait que ça n'est pas la solution finale, mais en tous les cas, ça aide à trouver quelques solutions. C'est une pierre de plus à l'édifice qui est difficile à construire. D'autant plus qu'il y a donc ces petits campings qui ont besoin de trouver, mais il y a aussi des plus grosses structures qui ont peut-être plus de facilité à loger leurs saisonniers. Bien sûr, oui. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas le choix. J'entends de plus en plus des professionnels, en l'occurrence restaurateurs, qui achètent des petites maisons ou des petits logements pour loger leur personnel. Car il n'y a pas de solution, et si on ne se prend pas par la main pour trouver des solutions, on ne pourra pas ouvrir cet été. Donc ce qui est dommage encore, et je le redis, la saison se profile sous vraiment les meilleurs jours pour la saison, des avances en termes de fréquentation, mais un gros nuage, ce problème de logement, et bien sûr l'augmentation des matières premières, dont les énergies. Enfin bon, on va faire avec. Et puisque vous en parlez donc des restaurateurs, moi j'avais ce chiffre donné par Lumier l'an dernier, en mai 2022, donc à peu près à la même époque, il y avait encore 1200 à 1300 postes vacants, c'est énorme. Est-ce que vous avez quand même déjà des premières données là-dessus, ou pas encore, puisque vous voyez ce qui est déjà fait et non pas ce qui reste à faire? Alors j'ai pas de chiffre exact, mais je sais que nous avions fait une petite... un petit sondage il y a quelques semaines et on s'est rendu compte que 85% des professionnels recherchaient encore du personnel pour cet été, ce qui est énorme. On est évidemment inquiet, on ne désespère pas, car comme pour les réservations, il y a beaucoup de dernières minutes, aussi bien pour l'emploi, on sait que la mentalité a évolué, tout le monde veut en profiter. Alors, c'est sûr que ça peut se comprendre de par la période qu'on traverse qui est assez sinistre, géopolitiquement, socialement, et j'en passe. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions parce que déjà quelques restaurateurs, et vous devez bien le voir, ferment pour des raisons de manque de personnel. 1 à 2 journées par semaine, même en pleine saison, ce qui ne s'est jamais vu, mais il faut bien sûr faire avec. Ça, c'est l'une des premières conséquences de ce manque tout simplement d'employés. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le long terme que l'on risque de voir apparaître, des fermetures totales ou autre chose auxquelles on n'a pas encore pensé ?
C'est probable, il y a quelques exploitants qui, face au découragement, se disent « je vais passer à autre chose » et vont fermer certainement leur structure. Donc il est évident qu'on est quand même un département très touristique, je le rappelle, avec un chiffre qui est assez symbolique, 15% du PIB en Vendée, ce qui est 2 fois le chiffre au niveau national. Donc on est un vrai département touristique et on a besoin de cette main-d'œuvre. On recherche chaque année 23 000 postes pour faire la saison en Vendée. Ça n'est pas rien et c'est de plus en plus compliqué. Oui, puis vous le dites très bien, très touristique, 9 millions de nuitées de mémoire en juillet dernier. Par contre, il y a aussi donc ces solutions. On a évoqué celle du logement, parce que ça c'est le cœur et le nœud du problème, mais il y en a peut-être d'autres des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues en tête de la fédération ou simplement des acteurs qui communiquent et qui participent à cette problématique ? Alors, il nous faut des logements parce que c'est vrai que contrairement au passé, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre sur le bassin, parce qu'autrefois, on remonte à une vingtaine d'années, il y avait suffisamment de main-d'œuvre sur le territoire pour venir travailler dans nos structures. Aujourd'hui, il faut aller chercher ailleurs, et quand on va chercher ailleurs, il faut effectivement des solutions de logement pour ce personnel qui vient de loin. Et c'est là où vous le disiez, il faut aussi surtout communiquer finalement. De la communication, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème de connexion entre les demandeurs d'emploi et ceux qui proposent des emplois, d'où l'intérêt de multiplier ces sites internet et ces communications. Ça n'est quand même pas simple. Aujourd'hui, il y a une tendance à un véritable virage qui a été pris par la nouvelle génération, à savoir que tout le monde a envie de profiter de la vie. On se rend compte que beaucoup, par exemple, veulent travailler en juillet, mais pas en août, pour pouvoir profiter un petit peu d'une période estivale pour faire du tourisme. Donc nous, en tant que professionnels, on s'en réjouit, mais à un moment, il va bien falloir quelques bras pour pouvoir réaliser nos saisons. Oui, donc, parce que ça, c'est pas envisageable pour des professionnels comme des campings. C'est compliqué de prendre un saisonnier uniquement sur un mois. Alors, il ne faut écarter aucune piste. Si demain, pour pouvoir ouvrir, on se doit de prendre du personnel en juillet et d'autres en août, c'est une évidence. Cependant, je mettrai un petit bémol, la majorité des demandes sont quand même pour être disponibles au mois d'août. Et le problème, c'est que nous avons absolument besoin de monde au mois d'août, puisque c'est le mois le plus fréquenté. 15 août, c'est la très très haute saison, tout à fait. Mais c'est une piste qui est étudiée, et évidemment, on ne recule devant rien, et il va falloir trouver des solutions, et on les recherche chaque semaine. Et bien voilà, en tout cas, le message est bien passé. Vous recrutez encore et vous pouvez bien sûr vous rendre sur les différents sites évoqués pour trouver un logement et bien sûr un emploi. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de la matinale. Alors tout de suite, on va passer à cette soirée extraordinaire dont je vous parlais. Tout de suite, c'est l'extrait du jour. L'extrait du jour où nous allons parler des 35 ans du Festival de Poupée. À l'occasion de cet anniversaire, il y a un film qui a été créé et sachez que ce soir, nous le diffuserons. 52 minutes d'images d'archives et de documentaires. C'est à retrouver donc dès ce soir. Je vous en parle juste après l'extrait. Ça s'appelle la fête du moulin, évidemment. C'est une réussite. Voilà, plus de 1000 personnes viendront et il fait un soleil juste trop généreux. Et le soir de la fête, c'était 1300 entrées, je me souviens, payantes. Et là, on était excités comme des puces les uns les autres. Et du coup, on n'avait qu'une envie, c'était de recommencer rapidement. On n'a pas envie d'en sortir parce que c'est une aventure très enrichissante à tous les niveaux, culturellement, humainement. La deuxième édition va parler du pain. Et puis la troisième va parler de l'eau, parce qu'il y a la Sèvre nantaise qui passe donc à Poupée, ça a du sens avec le pain, avec le moulin. Nous, on était bénévoles. L'année de l'eau sur la Sèvre, on avait fait une piscine avec des bottes de paille et tout, c'était le top. Puis ça nous a ralliés aussi, nous, notre bande de jeunes, avec l'équipe organisatrice de l'époque. C'était très riche, donc toute une recherche pour trouver les animations qui étaient vraiment en lien avec le thème. Et l'année d'après, on était parti sur le verre, et là, on avait fait une pyramide en bouteille, qui s'était effondrée à la fin, mais c'était pas grave. Et puis après, Philippe est venu en chercher 2-3 de notre bande, dont j'ai fait partie, pour intégrer le conseil d'administration. J'ai vraiment ces images de totem équipe de rugby, de fête dans la prairie, de kaléidoscope. C'est vraiment des flashs, des images que j'ai en tête. Et les réunions, d'abord, se font à la maison. Le siège social, c'est la maison, parce qu'on démarre de rien. À l'époque, il n'y a pas de bureau de poupée, il n'y a pas de salariés. Je me souviens qu'on était assassinés d'appels le week-end et le père qui était jamais là, parce que toujours parti ailleurs. Donc, du coup, nous, avec le frangin, la frangine qui avait l'âge, on décrochait et sur le sous-main, on écrivait tous les appels de la journée. Et
Et finalement, on était les secrétaires du festival. Le festival avait 2 ans quand je suis né. Et effectivement, le premier bureau du festival était à la maison. Que ce soit des affiches, que ce soit de la billetterie, que ce soit tout ce qui concerne le festival, les archives qui commencent à arriver. Et tout ça, c'était stocké à la maison. Les membres du bureau qui arrivent et ça rigole et c'est le brouhaha. Et finalement, moi, j'ai école tout le temps le lendemain. Ce son qui vient du salon et moi, je suis dans le lit. Où les réunions se font à même le sol sur je me rappelle une espèce de grande peau de mouton qu'on a à l'époque, là, assis autour d'une table basse, puis à qui trouvera sa plus belle invention, sa plus belle connerie, parce que ça part un peu dans tous les sens. C'était donc l'extrait de ce soir, ce documentaire de 52 minutes. À noter qu'il sera suivi d'un entretien. Caroline Tronche reçoit Jean-Marie Poirier, Thomas et Philippe Mindron. Ensemble, ils reviendront pendant quelques minutes sur ces images. À noter que la première diffusion, c'est 19h45 ce soir, 22h45 pour la seconde. Le rendez-vous sera ensuite rediffusé dimanche 30 avril à 17h puis 21h. Et enfin lundi 1er mai à 13h30 et 19h30. On passe tout de suite à votre jeu sur TV Vendée. Et oui, j'ai quelques secondes pour vous rappeler que le jeu de cette semaine est le suivant. Quel était le métier des frères Martel ? Il y a, comme chaque jour, un indice, à savoir que l'indice du jour est le suivant. Jean et Joël sont leurs prénoms. Si jamais vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Et vous serez donc peut-être tiré au sort pour emporter un bouquet de fleurs préparé par Coralie Vinet du côté de Beaulieu-sous-la-Roche. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de vos 3 jours. Mardi, vous aurez rendez-vous à 7h avec Caroline Tronche. Belle journée.